Pourquoi? Parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y en a assez. On a d'ailleurs peu évoqué l'affaire d'Anne Lorraine, qui a une dizaine d'années a été poignardée, mais sauvagement, parce qu'elle s'était refusée à un violeur en série. Elle a été frappée une trentaine de fois. C'était dans un train de banlieue, mais en plein jour. Et Anne Lorraine, dont le père s'était retrouvé sur le mur des cons. Ça fait penser un peu aux affiches euh, commémoratives. Enfin, on n'en est pas encore à commémorer, mais au portrait d'Anne Lorraine qui ont été affichés, placardés dans Sciences Po, notamment à Grenoble et à Paris, et qui ont été vilainement et tout aussi sauvagement arrachés. Mais elle n'est pas la seule. On a eu le témoignage de la petite Claire qui a échappé à un viol en plein jour, qui n'a pas échappé, qui a été violée, mais qui a échappé à la mort, ce qui est pas mal. Mais il y en a d'autres. Il y en a. Il y a que ça. C'est l'histoire actuelle égrène les meurtres sordides, plus sordides les uns que les autres. Je me souviens, là, c'était il y a une grosse vingtaine d'années. On avait voulu faire de la diversité dans un collège religieux, mais protestant. Et une jeune étudiante de ce collège, enfin étudiante, une lycéenne, une collégienne, avait été entraînée dans les bois, violée et là aussi un peu torturée sur les bords par un jeune homme qu'on voulait réinsérer et qu'on avait mis dans ce collège religieux parce que c'était bien de mettre une certaine dose. Euh, Sauf que on n'a pas compris ce que savaient nos anciens, mais on est devenus tellement bêtes et tellement arriérés mentalement, pollués aussi par des raisonnements, des ratiocinations à l'infini, que quand on met un individu malsain dans une classe, il pourrit l'ensemble. Voilà. De même qu'on pouvait dire aussi que avec les grandes cités de banlieue, où on a entassé tous ces nouveaux arrivants. C'est les hommes, c'était un paysan qui m'avait dit ça, les hommes, c'est comme les pommes, quand on les entasse, ça pourrit. Sans faire de rousseauisme excessif. Alors, donc, souvenir pour Anne Lorraine, qui avait défendu sans doute sa virginité et qui avait ce point commun, ce trait partagé avec la petite. Le, euh, comment s'appelle-t-elle? Philippine. Oui, Philippine, je vais dire Apolline, Philippine. C'est un joli nom d'ailleurs. Elle était catholique militante et elle se dévouait aux autres. Elle était donc les catholiques militants sont au service. N'oubliez pas que Louis XIV, qui allait à la messe tous les jours, même s'il a eu beaucoup de maîtresses et même si Monsieur, son frère, était un peu homosexuel sur les bords, un peu beaucoup même, avait dit à Madame de Maintenon, sa dernière épouse, épousée secrètement, au soir de sa vie, au crépuscule de sa vie, Madame, n'oubliez pas que nous sommes nés pour servir. Louis XIV, qui était un roi pressé, occupé et qui travaillait énormément, allait tous les jours à la messe, même si c'était des messes qui duraient une demi-heure. Et d'ailleurs, c'était bien, c'était un bon calibre. Et j'ai connu les messes d'Orient qui duraient trois quarts d'heure, tandis que nous, on se croit très malin avec nos messes traditionnelles, traditionnalistes plutôt, qui durent 3 heures et qui épuisent tout le monde. Voilà, une messe, ça n'a pas besoin, pour être intense, ça n'a pas besoin d'être long. Et je rappellerai que Yvan le Terrible, par contre, allait aussi à la messe tous les matins à 4 heures, et ça durait 4 heures, les grandes messes orthodoxes. Et puis ensuite, il allait à sa chambre de torture, scier des femmes sur des cordes et en jouir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des biographes nombreux de tous horizons et qui savent de quoi il retournait et de quoi il parle. Ce qui n'est pas le cas de bien des gens aujourd'hui. Alors,
notre Philippine, bah, c'est une martyre de la cause diversitaire, du wokisme, des grands sentiments, de la religion des droits de l'homme. Quand Arthur Rimbaud a dit moi est un autre, euh, il, a- il ne pensait pas, il n'était pas wokiste, même s'il avait été aussi un peu homosexuel sur les bords. Le moi est un autre, mais moi, c'est pas les autres. Voilà, il faudrait quand même revenir un peu, et je ne confonds pas tous les migrants, tous les immigrés, tous les étrangers dans la même opprobre. Euh, L'immense majorité d'entre eux euh, trouvent qu'ils sont heureux en France. En tout cas, la situation est confortable, les allocations aussi d'ailleurs. Mais beaucoup travaillent et contribuent effectivement à l'effort de la nation, en tout cas de ce qu'il en reste. Alors, Philippines, eh ben, c'est un symptôme, un affreux symptôme du monde dans lequel on nous a plongé. On nous a dit, ah mais ce jeune homme avait effectué sa première peine. Mais non, il l'a pas effectué. Avec les réductions, on n'effectue pas 60% de sa peine. Et pour avoir été condamné à 7 ans alors qu'il était mineur, 7 ans à 17 ans, c'est que le viol qu'il avait perpétré était particulièrement moche, particulièrement crade. C'était pas un viol simple. D'ailleurs, on n'a pas allé, on ne sommes pas, personne n'est allé interroger. Et on peut, messieurs, mesdames les journalistes, faites votre devoir, interroger la victime pour laquelle il avait été condamné. Et il a été relâché en toute connaissance de cause. On connaissait sa dangerosité, sa capacité, comme a dit le jugement des libertés, sa capacité à réitérer. Eh bien, il a réitéré pas le surlendemain, mais quasiment de sa sortie de CRA, de centre de rétention administrative, où on lui payait un hôtel à 40 euros par jour, excusez du peu, plus l'argent de poche, hein, 40 euros par jour, mais dans lequel il ne s'est pas rendu puisqu'il a préféré aller traîner du côté du bois de Boulogne. Voilà la France dans laquelle nous vivons et ce sont ceux qui dénoncent, qui s'émeuvent, qui sont en fait aux yeux des grands médias, aux yeux des grandes consciences, qui sont les véritables criminels. Hein, on a dit, alors les Sandrine Rousseau et compagnie nous ont bien expliqué que c'était pas le fait que ce soit un OQTF, une obligation de quitter le territoire, qui ait commis ce crime. C'est un crime. Il faut appeler un crime un crime. De même qu'on dit le suspect, le suspect. Bon, écoutez, messieurs les journalistes, un peu de bon sens. Même si on vous enjoint légalement de dire le suspect, on a retrouvé son ADN sur le corps de la jeune femme ou de la jeune fille, sans doute d'une jeune fille d'ailleurs. Et bien, qu'elle aussi a dû se refuser, ce qui n'est pas bien. C'est mal élevé. Il faut accueillir l'étranger, c'est bien connu. C'est le Saint-Père François qui nous l'a dit. Enfin, ça, 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 ça jusqu'à un certain point. Et bien, on nous a dit c'est un féminicide, c'est la masculinité. On a oublié de dire toxique, mais elle n'est pas toxique puisqu'elle est criminelle. Ce sont les hommes. Mais non, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Il n'y a pas d'universalité du concept d'homme. Il y a des gens qui viennent, qui sont incités d'ailleurs. Ce serait intéressant de le dire, incités par la culture hollywoodienne à nous faire croire que, comme aux États-Unis, dans les films américains, les femmes vont toutes seules dans les bars et c'est elles qui vont draguer les hommes, qui font les premières approches. Et ensuite, youpi, on fait looping Zulu entre deux poubelles. La minute d'après, évidemment. Donc, ces gens
qui sont jeunes, qui ont des, comme on dit, des besoins, qui ont besoin de se soulager. On leur fait croire que les filles sont faciles et qu'il suffit puisqu'elles sont troussées courtes, il suffit de les retrousser et puis voilà. Il y a aussi une grande culpabilité du bain culturel qui n'est pas seulement le leur, mais qui est aussi le nôtre. Vous savez que le monde est dangereux, que les femmes sont des proies, et sont des proies pour les prédateurs, pas pour les gens bien élevés. Mais ces gens-là sont frustres. Je dis pas qu'ils sont bien élevés, pas bien élevés, ils sont pas élevés du tout. Sont des jeunes brutes qui arrivent bruts de décoffrage, qui arrivent chez nous et on leur promène. C'est comme promener la jeune brebis fraîche et moulue de Paris-Dauphine, sous le nez. Écoutez, le loup a envie d'en croquer. Et encore, le loup a des excuses. Lui, c'est pour se nourrir ou nourrir ses petits. Le jeune Afghan, le jeune Syrien, dévoyé, et peu religieux d'ailleurs, parce que c'est pas si un bon musulman ne commettrait jamais ce type de crime. Je vous parle d'un véritable musulman. Des gens, comme je l'ai déjà expliqué, dont la culture nous est totalement, mais totalement étrangère. On croit savoir, on dit l'islam, on confond le monde arabe et le monde maghrébin, qui n'a pas grand-chose à voir. Ils parlent de deux langues qui sont pas interchangeables. Hein. D'un côté l'arabe oriental, de l'autre l'arabe dialectal. Et ben, je peux vous dire, pour l'avoir constaté 1000 fois, qu'ils se comprennent très difficilement, même pas du tout, parfois. Et bien, donc dans le monde arabe, c'est-à-dire le monde religieux musulman, on croit encore au paradis et à l'enfer, comme nous au XIVe, au XVe siècle. Le, il y a des choses qu'on ne fait pas, mais que on croit au nom d'une universalité de l'homme, des cultures, que les hommes sont interchangeables, qu'ils sont partis. C'est un humain comme les autres. Ben non, c'est pas un humain comme les autres. C'est un poisson qu'on a remonté des grands fonds. Et il éclate en arrivant à la surface. Et quand il arrive chez nous, c'est une bulle à la surface du marais. Il éclate parce que il n'est pas adapté, il n'est pas adaptable. A priori, n'oublions pas aussi que bien de ces migrants, c'est pas la crème, c'est l'écume des peuples qui arrivent, ceux qui sont intégrés, qui ont des familles, la plupart du temps restent chez eux. Et les gens comme cet assassin sont venus parfois, même souvent aujourd'hui, parce que des ONG non seulement les recueillent en mer, non seulement indiquent leurs coordonnées satellitaires aux bateaux on a bien compris, aux bateaux de, de, du service naval de protection, le nom va me revenir, et va même chercher dans les villages en les incitant. Personne ne parle du rôle désastreux, pervers que jouent ces ONG qui touchent de l'argent par tête de migrants. Hein, en Italie, c'était une somme assez importante. Donc c'est un filon. Ces ONG ont partie liée, je ne dis pas toutes les ONG, mais beaucoup, la plupart, ont partie liée avec les trafiquants de chair humaine, avec les passeurs. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on nous explique comment ces jeunes gens arrivent, débarquent avec des portables dernier cri, c'est le cas de le dire, et avec, c'est vrai que quand ils arrivent en France, ils ont un revenu à louer, même clandestin, loué par l'État, qui est d'environ 500 € par mois. On leur donne une carte bancaire. Apparemment, si je me trompe ou si on m'a trompé, détrompez-moi, on leur donne une carte bancaire pour assurer leurs menus besoins. Et quand ils ne sont pas logés dans des châteaux. Voilà. Donc, les forces militaires, navales, chargées de garder nos côtes sont en fait chargées d'accompagner les délinquants, de même que la justice n'est plus
chargé de dissuader, de châtier, de corriger, mais uniquement de réinsérer et donc à tout prix, depuis Madame Taubira, on sait que la case prison doit être une case tout à fait exceptionnelle, quand vraiment, 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 on ne peut pas faire autrement, quand, le gars a récidivé une trentaine de fois et durement, alors là, on l'envoie, en séjour pour se refaire une petite santé dans une prison. Non, mais c'est vrai que les prisons sont peu confortables en France, donc c'est pas tout à fait enviable. Mais c'est pour les voyous de grandes banlieues ou de grands chemins, c'est une case honorifique. Ça fait partie du cursus honorum. Euh, voilà, donc tout le système contribuent, convergent pour créer ce type de situation. Et même si la totalité de la séquence n'apparaît pas véritablement aux yeux des Français, ils commencent à subodorer qu'il y a baleine sous gravillon, ou anguille sous roche, comme vous préférez. Baleine sous gravillon, et que peut-être il y a quelque chose qui, du point de vue systémique, ne tourne pas rond. Oui, quel rôle joue la France? Quel rôle Macron interprète-t-il en ce qui concerne la crise de Gaza, puis maintenant la crise du Liban? Alors, notre mouche du coche, Monsieur Macron est une mouche du coche, oui, il est allé, je crois, apparemment, pour pas grand-chose aux Nations Unies. Monsieur Netanyahou est allé prononcer un discours devant une salle vide, il faut le dire, aux trois quarts vide en tout cas. Et on entendait, quand on entendait son discours à la télé, alors on entendait des cris bravo, formidable, mais en fait c'était un tout petit coin avec quelques fanatiques, quelques zélotes qui étaient réfugiés, qui servaient de spectateurs et de claques, voilà, pour applaudir, mais les bancs avaient été désertés. Et Monsieur Netanyahou est certainement allé à Washington obtenir l'approbation de la liquidation de d'Hassan Nasrallah, qui était, alors ça choque énormément, énormément, ça choque les gens de CNews, parce que, ou de LCI, ah, comment vous avez dit, non, non, c'était à CNews, comment vous venez de dire que Hassan Nasrallah avait du charisme? Ben oui, il avait du charisme. Il avait du charisme, il était vénéré, littéralement vénéré. J'ai essayé de vous faire partir Mes bien-aimés de Julia Boutros, qui est une chanteuse libanaise chrétienne. On s'aperçoit que les Libanais ne sont pas vraiment des sous-développés, et elle reprenait dans sa chanson Mes bien-aimés, que vous pourrez passer, que vous pourrez mettre, vous la cherchez avec la traduction des paroles qui sont en fait reprises d'un discours d'Hassan Nasrallah. Ça date de 2018 et ça dit un peu ce qu'est le Liban aujourd'hui. Enfin 2018, c'est il y a 5 ans. 6 même, mais que le monde arabe est pas du tout, c'est pas non seulement Dubaï, les Émirats, avec des crayons plantés dans le sable qui montent à 300-400 mètres de haut, ou plus, même 1000 mètres, je crois, enfin j'en sais rien, des trucs extravagants, comme à Dubaï. Mais c'est aussi une civilisation, hein. Pas une culture, une civilisation. Parce qu'on parle de civilisation à propos de tout et de rien. Chaque peuple au fin fond de la brousse a une civilisation. Non, il a une culture. De même que la France n'a pas de civilisation, elle a une haute culture qui elle-même participe de la civilisation européenne. Voilà. Il y a des civilisations asiatiques, des blocs civilisationnels, avec des cultures plus ou moins hautes, plus ou moins développées, plus ou moins ceci, cela. Eh bien, Khalégir, oui, Nasrallah était un homme politique. C'était pas seulement un chef, et d'abord, c'était pas seulement un chef militaire, ce qui n'était pas forcément, mais d'abord un chef politique. Quand on nous dit ah mais la France et l'Europe reconnaissent le Hezbollah comme organisation terroriste, non,
ils reconnaissent l'organisation terroriste de la branche armée du Hezbollah, mais pas du Hezbollah, qui est un parti de gouvernement. Qui participe. Le Hezbollah, c'est la colonne vertébrale du Liban. On dit ah, c'est le Hezbollah qui a ruiné le Liban. Mais non, ils n'ont jamais tenu les finances du Liban. Au contraire, ils étaient dans le social. Hein. Et c'est plutôt la famille Hariri, copain. Rafik Hariri était un ami très proche de Chirac, mais qui se ressemblent, s'assemblent. Donc on veut essayer de tout leur faire porter ce qui semble extravagant. Oui, Hassan Nasrallah avait, c'est tout à fait objectif, c'est pas une impression, avait un réel charisme, il était vénéré, et c'est d'ailleurs cela dont qu'il faut craindre, c'est que le Hezbollah lui-même qui est un parti chiite. Le chiite, le chiisme, c'est une branche de l'islam qui vient par Ali et c'est son petit-fils Hossein, Ali qui était le gendre, le mari de Fatima, est une religion sacrificielle. Il faudrait comprendre cela. Si on ne comprend pas cela, on ne se rend pas compte du danger. Ce n'est pas l'arme nucléaire iranienne qui est dangereuse, mais c'est le côté sacrificiel de la religion chiite. Alors, ce n'est pas les dames qui veulent jeter leur voile, leur hijab aux orties, qui en fait sont représentatives du fond culturel chiite. On l'a vu avec les vagues d'enfants qui se jetaient sur les tranchées irakiennes pendant la guerre Iran-Irak. Et comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, il faut aller à côté de la grande mosquée Khomeini, au cimetière des martyrs pour voir quel est le culte rendu aux martyrs qui s'accomplissent dans la mort, c'est-à-dire dans le sacrifice suprême, à l'image de la passion, je dis bien la passion, hein, vous m'avez bien entendu, de la passion de l'imam Hossein. Mais si on était moins inculte chez nous, je parle aussi bien de nos élites, mais la masse, elle gobe ce qu'on lui donne à gober. Donner à un cochon de l'eau propre, il se précipitera sur l'eau propre. Mais si on lui donne rien d'autre que de l'eau sale, il consommera de l'eau sale. Et c'est ce qui se passe chez nous aussi. À l'heure d'Internet, de la toile, des échanges mondiaux, de la trame universelle, on n'a jamais été aussi peu informé sur les cultures extérieures à la nôtre. Voilà, mais c'est parce qu'il y a un manque de culture tout court. Il faudrait que les gens travaillent, fassent un peu moins partout un peu moins. Je parle pour nos élites, comme Monsieur le Maire, qui avait le temps, pendant que la France coulait, avait le temps de la main gauche d'écrire des romans pornographiques. Hein, et on a beaucoup de pornocrates comme ça au gouvernement. On a eu Madame Schiappa aussi. Euh, qui, elle, avait fait ses premières armes dans dans le porno pas soft, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais le porno mondain, les filles bien n'avalent pas. Par exemple, c'est le titre d'un de ses romans qui est bien connu, mais ça n'empêche pas d'entrer les gens au gouvernement de nos jours, qui est le jour d'aujourd'hui, qui est une heure de déchéance. Et il ne s'agit même pas de déchéance morale, mais de déchéance tout court. Les hommes qui travaillent vraiment à l'intérêt public, pour le bien commun, ne devraient pas avoir le temps de cavaler à droite et à gauche, surtout à droite et à gauche. Alors, pour revenir à M. Macron, je parlais de mouche du coche. Là aussi, il a essayé, il a enjoint à M. Netanyahou, alors qu'il franchement s'en bat l'œil, hein, d'arrêter les combats, les bombardements, comme si on écoutait la voix de M. Macron, comme si la France pesait encore quelque chose. Mais notre déchéance est telle que, bien sûr, nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité. Hein. Nous avons donc un droit de veto que nous n'utilisons que pour suivre grande dame Amérique, Big Sister America. Il y a Big Brother d'un côté, Big Sister de l'autre. Et bien, puisque c'est l'époque de la sororité et du matriarcat, non pas encore triomphant, mais grimpant, montant.
croissant. Mais c'est pas le croissant islamique. Eh bien, Monsieur Macron s'est encore distingué par sa nullité géopolitique, politique et autres. Alors, pour revenir à Monsieur Netanyahou, eh bien, rien ne l'arrêtera. Maintenant, il a engrangé succès sur succès et c'est vrai qu'il a porté des coups très durs qui ont été montés de longue date. Le 7 octobre, qui devrait sanctionner la grande honte des services spéciaux, des services de renseignement, notamment du Shin Bet, israélien. Enfin, quand on nous fait croire, c'est comme pour le 11 septembre, qu'ils n'avaient rien vu venir. Alors que les gars faisaient des essais de deltaplane, de ceci, de cela. Ils s'entraînaient. Ah non, non, c'est un exercice, c'est un exercice. Ils ont mis 4 heures à réagir. Et on nous parle de pogrom, oui, 1200 morts, dont une bonne part sans doute due aux hélicoptères de combat de Tsahal, qui appliquaient la doctrine, je crois que c'est la doctrine Samson, c'est quand il faut tuer un terroriste, peu importe les dégâts collatéraux, même chez nous. Et donc beaucoup de vidéos sérieuses, solides, circulent sur la reconstitution des événements du 7 octobre, dont l'anniversaire arrive maintenant à grands pas. Et donc, ils ont réussi un coup formidable qui leur a pris des années sans doute à monter. Je dis bien des années parce qu'il a fallu inventer des sociétés écrans, s'abriter, créer des circuits, corrompre, parce que pensons bien qu'il y a aussi une part de corruption consciente, non consciente, bon gré, mal gré, volo, nolo, nolo, volo, sans le vouloir, mais on donne une grosse enveloppe à tel intermédiaire pour qu'il favorise telle entreprise, sauf que l'entreprise est une entreprise de couverture. Bon, il y a eu ces alerteurs portables, il y a eu je sais pas comment on dit en français, talkie-walkie, les petits machins, les gros machins plutôt, un peu rustiques et archaïques, qui ont sauté, mais qui n'ont pas fait tuer que les gens du Hezbollah, puisque dans la même fournée, il y a dû y avoir des infirmiers, des médecins qui avaient acheté leur matériel dans les mêmes lots fournis par les ennemis de l'humanité. Oui, oui, j'ai bien dit les ennemis de l'humanité. Ces gens-là ne font pas la guerre proprement. C'est une guerre terroriste. Il y avait l'amiral sur CNews. Alors, de temps en temps, il y a un jet de vapeur qui sort de la marmite. C'est l'amiral Fichot qui a dit, mais s'il y a un État terroriste, c'est bien Israël. Ils sont nés dans la terreur, dans le terrorisme, avec des organisations terroristes. Plusieurs ministres israéliens étaient d'anciens terroristes, dont Begin, par exemple. Tous sont des gens qui pratiquent la terreur. Souvenons-nous qu'à la fin de la guerre, ils avaient prévu d'empoisonner les réservoirs d'eau de Nuremberg. C'est eux qui ont arrêté l'opération, parce que c'était un peu trop gros. Ils avaient prévu de faire 400 à 500 000 morts. Et c'était le futur président, qui était un chimiste, premier président d'Israël, qui avait fourni les formules chimiques pour composer les agents toxiques, peut-être à base de botulisme, enfin je n'en sais rien. Un dé à coups de toxines botuliques dans un réservoir à Paris, vous tuez 1 million de personnes, ou plus. Non, c'est vrai qu'il reste plus grand monde à Paris. Je parle des Parisiens de souche. Voilà, donc première vague, les fameux, je mets entre parenthèses, beepers, puis les talkie-walkie, puis bombardement ciblé qui tue le principal dirigeant commandant de la branche militaire du Hezbollah, et puis après, pour finir, cette opération extraordinaire qui a largué en fait plus de 80 tonnes de bombes
Alors, je m'explique, 80 tonnes de bombes pour atteindre le souterrain, je n'ai pas un souterrain, le refuge profond où se trouvait Hassan Nasrallah. Alors, c'est très simple, ce sont des bombes de 900 kilos, perceuses, perceuses de, perceuses de béton, perceuses d'acier. Je crois que 900 kilos arrivent à percer 3 mètres de béton armé, ce qui est déjà pas mal. Alors, il y a eu une première vague avec des F-16 qui ont détruit les immeubles. Pour l'instant, nul ne sait combien il y avait de civils dans ces immeubles. On a déjà vu une opération pour tuer un chef du Hamas. Il y avait eu 300 civils palestiniens qui avaient été tués d'un seul coup. Donc, qui ont rasé les immeubles, et les bombardiers sont arrivés qui portaient 10 bombes de 900 kilos, non, 8 bombes, pardon, 8 bombes de 900 kilos dans leur soute, et qui ont matraqué. Il y en avait donc une dizaine. Moi, je m'étais dit, c'est les bombardiers plus légers avec 2 bombes de 900 kilos. Et non, non, il en aurait fallu beaucoup de bombardiers. Donc 10 bombardiers, 10 vagues successives de bombardements. Vous imaginez un peu l'enfer que cela a déchaîné. On commence à voir quelques images des cratères qui s'enfoncent à plus de 30 mètres sous le sol, des cratères des impacts de bombes. Là, Israël a mis le paquet. Et même, j'ai entendu, c'était sur RFI, Radio France Internationale, dont le niveau, malheureusement, baisse de plus en plus, sans doute faute de moyens humains et financiers, qui parlait de la férocité de la guerre conduite par Israël. Oui, Monsieur Macron aura beau dire, aura beau faire, ces gens ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Et ils sont bien partis pour réduire le Liban, au moins une partie du Liban, en cendres. Et il ne faut pas croire que seuls les chiites sont en jeu. Les chrétiens du Liban, pour beaucoup, je parlais de Julia Boutros tout à l'heure, soutiennent l'action chiite. Il faut savoir que dans la fameuse vallée, la vallée verte de la Bekaa, qui jouxte la Syrie, sur les bancs d'école, les petits chiites côtoyaient les petits chrétiens. Ça, c'était une chose tout à fait normale. Dans un monde normal, les religions ne sont pas forcément ennemies, antinomiques, chien, chat, couteau tiré. Non, la coexistence pacifique peut exister. À côté de la guerre, il existe une très belle dimension de l'humain qui est la coopération, le partenariat, l'entraide. Par-delà, encore une fois, les différences profondes, les hommes peuvent très bien savoir et apprendre à cohabiter, à vivre ensemble. Mais le véritable vivre ensemble, c'est pas en mettant de l'huile dans l'eau et en agitant que l'on croit que les choses vont faire un ensemble homogène. Donc, Monsieur Macron, encore une fois, je ne sais pas s'il essaye d'avoir un prix Nobel, mais fait le singe, il fait le guignol, il nous ridiculise comme si M. Netanyahou va l'écouter. Alors que je pense que quand M. Netanyahou est allé prononcer son discours à New York, il a aussi été chercher l'assentiment des autorités américaines, en tout cas de l'État profond, des grands pontes de la CIA. M. Biden, lui, n'est plus qu'un légume, et un pas joli légume. L'assentiment pour une montée en croissance, partant d'ailleurs du principe assez stupide, de l'idée stupide, qui vaut que ce soit pour la Palestine, enfin pour le Levant, ou pour l'Ukraine, que finalement les Russes se dégonfleront et ne réagiront pas. Donc tout le monde est partie prenante. Je voyais Breton, qui vient d'être saqué par Madame von der Leyen, bafouillant sur LCI, celui qui bafouille, c'est une nullité, bafouillant et nous disant non, non, si
les missiles qui partent du territoire russe vont frapper l'Ukraine, eh bien, les missiles. Sauf que, manque de chance, ce sont nos missiles, ce sont nos armes, ce sont nos bombes planantes, et qu'à ce moment-là, comme je le dis, je répète, il y a cette évidence, nous devenons réellement co-belligérants. C'est-à-dire, nous entrons dans la guerre aux côtés de l'Ukraine. Si ce sont nos armes qui sont utilisées, c'est pas neutre, non? C'est du simple bon sens. Bien, monsieur Netanyahou, lui, est allé chercher un blanc-seing pour faire le ménage, puisque le Hezbollah est véritablement une organisation terroriste. Enfin, c'est à les classements américains sont à géométrie variable. L'organisation des Moudjahidines du peuple, le Moudjahidine Kheralk, iranien, a été pendant très longtemps une organisation terroriste. Puis un beau jour, on a vu Madame Cresson, ancienne première ministre, être invitée par ces braves gens qui sont quand même des terroristes. La guerre faite à l'Iran à propos de son programme nucléaire est venue de cette organisation des Moudjahidines Kheralk, des Moudjahidines du peuple d'Iran, qui sont une organisation à la fois marxiste et islamiste. Ils ont tout pour plaire. Marxiste et islamiste qui a mis sur le marché des images satellitaires des installations nucléaires iraniennes. Enfin, c'est pas eux, on peut dire que. Alors ils disaient à l'époque qu'ils avaient acheté ces documents, ces images sur le marché privé, sur le marché libre auprès de détenteurs de satellites qui savaient photographier aux bons endroits au bon moment. En fait, je pense que l'origine était en fait tout à fait israélienne, mais c'est une bonne façon de réinjecter dans les circuits internationaux, les circuits de l'indignation et de la mobilisation géostratégique, de réinjecter la question iranienne, qui est toujours pendante en Orient et en Orient pour l'État hébreu. Même si l'État hébreu, pendant la guerre Iran-Irak, fournissait des munitions d'obusiers, donc de canons de 105, à l'Iran. Il n'y a pas de petits profits, il n'y a pas de mauvais commerce, et il n'y a pas de coups tordus que l'on doive éviter. Eh bien, ça vous a retenu longtemps, cette question. Est-ce que... Ah bah, alors, cette question, effectivement, je me suis étendu sur cette question. C'est parce que l'assassinat de Hassan Nasrallah, qui était une figure, je sais pas, c'est comme si on avait assassiné De Gaulle, mais qu'une puissance étrangère ait assassiné De Gaulle. On l'a éjecté. Il a eu le droit, De Gaulle a eu le droit à une révolution orangée, colorée avec mai 68, et derrière laquelle se trouvait évidemment l'État profond, qui n'en manque pas une. Non, l'assassinat de Nasrallah est peut-être, je ne dis pas certainement, mais peut-être, je ne dis pas non plus probablement, mais possiblement, le coup d'envoi de la Troisième Guerre mondiale. C'est un super Sarajevo. Parce que c'est un assassinat, et un assassinat politique. En général, on ne tue pas les gens avec qui on a assassiné Ismaël Haniyeh, qui était le négociateur pour Gaza en chef. S'il fallait parler à quelqu'un qui avait justement l'aura, le charisme, la surface et l'étoffe suffisante pour pouvoir piloter les choses. Donc on assassine Nasrallah. Ne craignons pas que l'Iran réagisse ou surréagisse. On peut penser que, en prenant toutes les précautions verbales possibles et imaginables, que l'Iran a abandonné, pour ne pas dire trahi, Nasrallah. Le lâchage de Nasrallah par l'Iran, je ne dis pas qu'ils ont indiqué là où il était, mais le fait qu'il n'y ait pas de réaction
qu'il n'y aura sans doute pas de réaction, même s'il y a des déclarations fracassantes de la part du nouveau président iranien. L'Iran ne veut pas rentrer dans le brasier. On sait que la menace nucléaire israélienne, et ce sont des fous, des fanatiques, est bien réelle. Eux s'en serviront et n'hésiteront pas à s'en servir. Le terrain est préparé, la salle est chauffée. L'Iran, c'est le monstre des monstres. Donc si demain matin, on balance quelques pélos, c'est un projectile, un pélos, ça date de la guerre de 14. Des pélos nucléaires sur les installations, sur les usines de retraitement ou autres, personne n'ira véritablement pleurer. Or, l'État profond américain a tout intérêt à ce que la chose se passe ainsi, et c'est ce que veulent éviter les Iraniens, d'entrer trop tôt dans la danse, qui est une danse qui sera une danse macabre. N'oublions pas que l'Iran, d'une certaine façon, puisque c'est la Fédération de Russie qui est le but ultime, protège le flanc sud de la Fédération de Russie. Il faut penser à ça, il faut penser un peu géopolitique. Et ce pourquoi d'ailleurs le Hezbollah n'utilisait pas ces missiles de haute précision, ceux qu'ils ont dans leurs arsenaux, parce que l'Iran retenait leurs mains en disant il faut les garder en cas de conflit général, de conflit ouvert, dur. Il faut les garder en réserve, mais à force de les garder en réserve, ben on finit par ne plus rien avoir du tout et puis par se faire étriller. Et c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Il y a des moments où il faut savoir aussi, les Israéliens mettent le paquet, il faut savoir mettre le paquet de l'autre côté. Je ne le souhaite pas, je ne forme pas des vœux pour que cela advienne, mais toujours est-il que on a vu 3 semaines avant l'attaque en 2003 de l'Irak par les Américains, Saddam Hussein en grande pompe devant les représentants des Nations Unies, détruisant tous ces missiles à courte portée, tous. Et 3 semaines après, l'Amérique attaquait. Voilà, il avait voulu faire un geste de bonne volonté, montrer qu'il était, c'était un homme ouvert qui n'avait rien à cacher. D'ailleurs, il n'y avait rien à cacher puisqu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Moi, je me souviens, ils avaient envoyé un super commando américain dans une champignonnière, ils faisaient des champignons de Paris, en disant que c'était là où on faisait les armes de destruction massive. Et à l'époque, j'avais communiqué des photos, on m'avait demandé gentiment des photos pour informer, parce que quand même, aux échelons intermédiaires du renseignement français, on sait tout, enfin on sait beaucoup de choses, même si au sommet, l'information, comme partout ailleurs d'ailleurs, n'arrive jamais vers les sommets, et surtout parce qu'on ne veut pas en tenir compte. Je conclurai, ou plutôt je ne conclurai pas en disant que les choses, c'est un jeu de poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est beaucoup plus complexe et il y a peu d'innocents. Or le Liban est apparemment, pour l'instant, est abandonné au glaive, à la vindicte, à la vengeance, à la loi du talion de la part des Iraniens qui prudemment restent sur leur île, enfin ce n'est pas une île bien sûr, mais dans leur désert, en attendant de voir venir. On nous ressasse, et ça tout d'un coup, les morts du Drakkar et les morts américains. Nasrallah avait du sang américain sur les bras. Si on cherche bien, la thèse selon laquelle le Hezbollah serait directement responsable de l'attentat du Drakkar est une thèse qui est contrebattue. C'est une thèse qui est sujette à caution aussi, comme le 11 septembre. Toujours est-il que Français et Américains sont repartis la queue entre les jambes, n'ont pas insisté, et que la politique de terreur, mais on a évoqué tout à l'heure ceux qui en ont fait une politique d'État, n'est-ce pas, si votre mémoire est bonne, paye dans certains cas, puisqu'il était prévu, après le 11 septembre 2001, que l'Amérique attaquerait 7 pays, détruirait 7 pays
dans la foulée, dont la Libye, l'Irak, c'était fait, la Syrie manquait à l'appel. Enfin, la Syrie ne se porte pas excellemment bien. Et la Russie lui a donné des moyens d'interception, des S-300 anti-aériens, en ne lui donnant pas la faculté d'utiliser contre les appareils israéliens, les F-16, qui vont quasiment tous les jours tirer sur la Syrie, sur des positions, et qui ont même en plein cœur de Damas, ont tué l'un des responsables du Hamas, l'un des responsables militaires. Donc la politique de terreur marche bien. C'est vraiment une dimension nouvelle de la guerre, mais c'est une dimension, c'est aussi une grenade. On joue avec une grenade découpillée. C'est un couteau à triple tranchant et extrêmement effilé. Et l'affaire de l'électronique piégée risque de perturber grandement. Aujourd'hui, quand on va acheter un ordinateur, on pourra se demander à juste titre, à bon escient, s'il n'a pas été piégé auparavant en cas de besoin. On pense d'ailleurs que les 2 tours jumelles du World Trade Center étaient piégées dès le départ, mais pas piégées un peu. L'autodémolution était prévue. C'est une thèse qui en vaut une autre, qui n'est pas plus sotte qu'une autre, puisque la chute de ces tours à la vitesse de l'effondrement normal a quelque chose de surréaliste, d'irréaliste en tout cas. Voilà, nous sommes dans un monde irréel où la réalité que l'on ne voit pas, c'est pas seulement le brouillard de la guerre, c'est la réalité de la réalité nous aveugle et nous mène droit, le cas échéant, peut nous mener droit à l'abattoir.